Aïf et bienvenue. Si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est peut-être que vous avez lu le tome 1 ou que vous êtes curieux de l'univers. Le tome 1 de la fin du Soubou est sorti en avril 2022 et depuis, vous attendez. Vous attendez sagement de connaître la suite des aventures de Nidoa et vous vous demandez peut-être de quoi va parler le tome 2, quel sera son thème, les problématiques abordées, s'il y aura de nouveaux morts. Si vous décidez de continuer cette vidéo, je considère alors que vous connaissez l'univers du tome 1 ou que vous ne craignez pas les spoils. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder en barre de description pour vous procurer le roman. Et n'oubliez pas, comme dans la vidéo précédente, restez avec nous jusqu'à la fin, car nous vous ferons découvrir un auteur de fantaisie. Bon visionnage! À la fin du tome 1, nous avons laissé Nidoa et les îles en errance dans le Soubou sauvage. Et rappelez-vous, Carmozan est dans un chaos des plus total et Leffen est devenu roi après avoir tué des Lilgal. Si jusqu'ici le tome 1 suivait le point de vue interne de deux personnages, à savoir les îles et Nidoa, ce tome 2, lui, suivra deux points de vue supplémentaires, celui d'Anéviel et celui de Bregan. L'épilogue du tome 1 pouvait vous donner l'indice qu'Anéviel intégrerait le cercle très fermé des points de vue internes, car nous nous focalisions sur ses pensées, ses agissements, et surtout, c'était elle qui concluait le tome 1. Pour rappel, Anéviel est la sœur de Leffen Olnirine, le tyran sadique à l'origine de nombreuses atrocités dans la cité et dans son cercle familial. Son point de vue nous apportera donc des détails sur ce qu'il se passe dans les plus hautes sphères de la cité. Surtout, nous en apprendrons plus sur Anéviel qui, vous le verrez, se révélera être un personnage plus profond et surtout plus juste que le tome 1 le laissait supposer. Quant à Bregan, il s'agit de la chef de l'organisation des rebelles Falfenif. Narare de haute naissance, elle est devenue paria après la mort de son père, avant de finalement intégrer le groupe de rebelles dont elle deviendra le membre le plus actif. Dans le tome 1, nous l'avions laissée en prison, et autant vous spoiler tout de suite, elle réussira à sortir de cette délicate situation pour reprendre les rênes de son organisation. Cette fois, Bregan est décidée. Elle doit mettre toute la cité au courant des agissements des dirigeants et provoquer la révolte. Le roman se découpe donc en deux axes majeurs. Ce qu'il se passe au Soubou sauvage avec les îles et Nidoa, et ce qu'il se passe à Carmozan avec Bregan et Anéviel. Le roman s'ouvre sur Nidoa et les îles en train de s'éloigner de Carmozan et du funeste destin qui les y attend. Dès les premières phrases, on plante le décor. Le Soubou sauvage, ou les bordures extérieures, comme de nombreux habitants de Carmozan appellent cette partie de leur monde, regorge de dangers. Loin d'être une mer de roches vides, sombres et silencieuses, le Soubou foisonne de vie, de couleurs et parfois de lumière. En revanche, même si la beauté des lieux est à noter, ce qui fait toute son âme, toute son identité profonde, c'est le fait que la moindre erreur peut causer notre perte. Le Soubou sauvage est un territoire dangereux, un lieu hostile où aucun être sentient ne souhaite se retrouver. Parmi les morts susceptibles de nous arriver, la chute est sans aucun doute la plus douce. Personne ne souhaite terminer ses jours digéré dans l'estomac d'un ver géant, dissous dans un lac d'acide, déchiqueté par un claquoir grouillant, ou si vous avez encore moins de chance, déposé dans leur nid pour que les petits, à la sortie de leur œuf, vous dévorent vivants alors que tous vos muscles sont paralysés. Seuls les fous et les désespérés traversent ces territoires hostiles, et Nidoa et les îles font sans aucun doute partie de ces derniers. On retrouve donc nos héros en bien fâcheuse posture. Tous deux se retrouvent coincés dans un tunnel étroit, dans lequel ils retiennent leur respiration depuis de longues secondes. Et s'ils s'abstiennent de respirer, ce n'est pas par gaieté de cœur. C'est parce que le tunnel où ils évoluent baigne dans un gaz mortel, et si des cadavres d'araignées n'avaient pas jonché le sol, Nidoa et les îles n'auraient jamais eu la présence d'esprit de retenir leur souffle. Et ça aurait été la fin du tome 2, et la fin tout simplement de cette saga. Mais on est d'accord, ceci est inacceptable. Il y a encore tant de choses à explorer, tant de mystères à percer et de vies à sauver. En parlant de vies à sauver, vous êtes nombreux dans nos lecteurs à nous avoir fait part de votre intérêt pour la romance entre les îles et Malil. Croyez-moi, ce fut une surprise pour nous, les auteurs, car cette romance n'est absolument pas mise au premier plan. Elle sert à comprendre certaines parties de l'intrigue, je vous l'accorde, mais elle ne constitue pas l'essentiel du roman. Vos espoirs sont minces de revoir ce couple heureux un jour, et certains m'ont même demandé si Malil allait succomber à ses blessures. Souvenez-vous, dans le tome 1, Leffen, l'antagoniste de l'histoire, inflige une terrible punition à Malil et la laisse presque pour morte,
avant d'ordonner qu'on l'enferme dans ses appartements. À ce stade de l'histoire, tout ce que nous savons, c'est que Malil souffre de graves blessures aussi bien physiques que psychiques, puisque son bébé fut assassiné devant ses yeux, en plus des coups reçus à son visage et de l'arrachage de son nez. Dans ce tome 2, les fans de Malil seront peut-être ravis, car nous allons la revoir en relative bonne forme. Relative bonne forme car, vous verrez, disons que Malil n'est plus vraiment Malil. Il faut dire que ce qu'elle a vécu est terrible. Mais alors, que va-t-il lui arriver ? Son rôle sera-t-il plus important que dans le tome 1 ? Je peux déjà répondre à la dernière question. Non, son rôle ne sera pas plus important. Il reste le même, bien qu'elle suive de plus en plus sa propre voie qui l'éloigne un peu plus de l'exil. Cela dit, quand je parle de propre voie, non, je pense que je vous laisserai découvrir par vous-même. Je veux simplement vous donner un petit indice sur ce qui l'attend. Les Achilles seront plus souvent à son chevet que tout autre Narar. Rappel de qui sont les Achilles. Oui, je me sens obligée de faire ces points rappels, car malheureusement, il s'est écoulé plus d'1 an depuis la sortie du tome 1, et peut-être que vous avez oublié certaines choses. Les Achilles sont des êtres endémiques du Soubou, c'est-à-dire que leur espèce a toujours vécu sur ces territoires et y est parfaitement adaptée. Leur particularité est qu'ils sont capables de lire dans les pensées et de les influencer, bien que cette dernière compétence se fait au prix d'un grand effort. Les Achilles sont des êtres neutres, du moins, il s'agit de leur ligne de conduite. Ils ne sont jamais entrés en guerre contre les Narars ou contre aucun autre peuple, mais ne nouent aucune relation amicale non plus. Dans le tome 1, les Achilles défient leurs règles et décident de venir en aide aux Narars qui connaissent de plus en plus la famine et les attaques de dangereuses créatures. C'est dans ces circonstances que les Achilles s'occuperont de Malil. Et je n'en dis pas plus pour le moment. Alors, chers lecteurs, fans de Malil et les îles, réjouissez-vous, car votre héroïne n'est pas rongée par les vers. Du moins pas encore. Ou peut-être pas. Revenons-en à Nidoa et les îles, en errance dans le Soubou sauvage. Le sous-titre du roman vous dévoilera le théâtre principal des actions, puisque vous allez enfin partir à la découverte des autres cités du Soubou. Dans ce tome 2, ce sera Akarani, la cité du dernier pas, qui sera mise à l'honneur. Nous hésitons encore pour le code couleur de la couverture du roman, mais nul doute que nous irons dans les tons orangés, étant donné qu'il s'agit de la couleur que l'on retrouve le plus dans cette cité. Pour se rendre à Akarani, nos héros devront traverser de nombreux territoires hostiles. Ils trouveront une cité en ruine dans laquelle un terrible drame s'est jadis joué. Un lac d'acide, des rails hors d'usage qui servaient à relier les cités entre elles. Je ne m'attarderai pas sur ces lieux, car je voudrais vous laisser le plaisir de les découvrir. Quant à Akarani, souvenez-vous, dans le tome 1, ce nom est évoqué à plusieurs reprises par les îles. Lorsqu'il songe à fuir Carmozan avec sa bien-aimée, c'est tout naturellement le nom de cette cité qui lui vient à l'esprit, car Akarani est la plus proche. Et dans cette cité, les choses ne vont pas se dérouler comme attendu. Rappelez-vous, à la fin du tome 1, les îles cachent son identité à Nidoa derrière un masque de cuivre que son machiavélique frère lui a imposé. Autant vous dire qu'il n'est pas très pressé de l'enlever et d'affronter le regard de déception et de rage de Nidoa, car pour Nidoa, les îles est un monstre. Il est celui à l'origine de tous ses problèmes. Heureusement pour notre chère les îles, et croyez-moi, cette chance ne sera pas éternelle. À Akarani, il ne suffit pas de se rendre chez un bijoutier, un forgeron ou n'importe qui capable de casser le cadenas du masque en cuivre. À Akarani, tout se monnaie. L'argent est au cœur de cette cité. L'argent et les jeux. Akarani est une cité prospère, très largement épargnée par les attaques de Goln, les créatures qui menacent Carmozan, car elle fut créée sur une base rocheuse au centre d'un gouffre insondable. Pour évoluer dans cette cité, il faut emprunter des ponts, des échelles, il faut grimper à la force de ses bras, car les maisons, les édifices religieux et administratifs se trouvent souvent à flanc de stalactites, de stalagmites, et sont parfois carrément fichés dans des parois abruptes. La cité du dernier pas. Vous commencez à comprendre pourquoi on la surnomme ainsi. Mais dans ce monde où chaque pas peut être le dernier, comment s'organise la vie ? Si dans l'écrasante majorité des cités au Soubou, et pour rappel, il en existe 15, ce sont les Narars qui dirigent, à Akarani, ce sont les Falfenifs. Mais pourquoi donc, me demanderez-vous ? Tout simplement car les Falfenifs ont des aptitudes naturelles à grimper. Ils sont rapides, agiles, possèdent une force considérable dans les doigts et les bras, et n'ont pas particulièrement le vertige. Il n'est d'ailleurs pas rare que des enfants Falfenifs s'amusent à courir sur des corniches glissantes, à escalader tout ce qu'ils trouvent sous l'œil attendri de leurs parents.
Les narars, au contraire, sont très terre-à-terre. Leur centre de gravité est plus haut que celui des falfenifs et ils n'apprécient pas particulièrement les hauteurs. Alors, au fil des années, la population narar diminue, tandis que celle des falfenifs augmente. La raison en est simple. Les enfants narars tombent fréquemment en se déplaçant dans la cité, de même que de nombreux adultes. Puisque la cité jouit d'une sécurité certaine vis-à-vis des créatures du Soubou sauvage et qu'en plus ses habitants ont le pied sûr, il est très vite apparu qu'il fallait occuper les longues journées des habitants. Et comment occupe-t-on un groupe conséquent de falfenifs ? Par le jeu. Les falfenifs sont par nature très joueurs. Ils aiment se lancer des défis, et ce depuis toujours. Mais les falfenifs d'Akarani ont quelque chose de différent. Ils ont un goût prononcé pour les paris. À Akarani, les îles et Nidois découvriront donc que l'argent achète tout, et que participer aux épreuves est un des seuls moyens de posséder quelques piécettes brillantes. La décision est prise pour Nidois. Il participera aux dangereuses épreuves, dans le but de payer un forgeron qui se chargera du masque de l'Ésil. Ce tome 2 vous fera également découvrir de nouvelles créatures. Si vous êtes à jour dans le visionnage des vidéos de cette chaîne, vous savez que de nombreuses espèces d'araignées peuplent le Soubou. Et à Akarani, les araignées, ce n'est pas ce qui manque. Vous ferez donc la connaissance du Nogol et d'autres petites araignées bien sympathiques. Mais les araignées ne sont pas les êtres les plus dangereux d'Akarani. L'animal qui terrorise littéralement les habitants et qui conditionne toute leur vie, c'est le vif-argent. Adorable créature d'environ 1,50 m de long, recouverte d'un poil argenté, brillant, aussi doux qu'un rêve, dont les yeux noirs et grands vous regardent avec une tendresse infinie. Mais au Soubou, ne vous fiez jamais aux apparences. Au moment du coucher, les habitants de Carmozan s'engouffrent dans leur hamac, toujours positionnés au centre d'une pièce et suspendus au plafond. C'est là la seule manière de se protéger des vifs-argents et de leur appétit. Mais je n'en dis pas plus à leur sujet, car je leur réserve une vidéo entière et j'espère que vous serez au rendez-vous. On a donc vu qu'il y avait des araignées et des vifs-argents dans ce tome 2, mais ce n'est pas tout. Le Soubou sauvage regorge d'animaux, c'est un lieu bouillonnant de vie. Aussi, en explorant ces territoires hostiles, nos héros vont tomber sur un lézard géant, une sorte de varan à moitié aveugle et à la gueule foisonnante de bactéries mortelles, dont le doux nom est claquoir grouillant. Cette créature carnivore est un chasseur redoutable, capable de se repérer au bruit et à l'odeur. S'il vous prend en chasse, considérez que tout est fini pour vous. Une seule morsure vous paralysera, et si vous n'avez pas de chance, les bactéries qui se développeront dans votre plaie finiront par vous tuer rapidement. Les claquoirs grouillants aiment déposer leur proie paralysée dans leur nid pour se constituer un garde-manger. Ils apprécient autant la viande fraîche que la bienfaisandée. Il existe aussi une autre créature emblématique du Soubou que Nidois et les îles rencontreront au début du roman. Il s'agit d'un ver géant vivant dans un lac d'acide. Pour cette créature, je me suis directement inspirée d'un de mes jeux préférés. Je veux parler du jeu Seigneur des Anneaux en ligne. Je ne compte plus les heures passées dans la Moria à combattre des créatures et j'ai adoré les vers fluorescents. Ils se voyaient de loin, ils étaient moches, oui, j'avoue. J'aimais bien les oxyres de mon arme légendaire. Alors j'ai voulu mettre cet animal dans mon lore. Je l'ai un peu modifié, car dans la fin du Soubou, le ver vit dans l'acide et non sur la terre ferme. Sa forme géante est la forme adulte, ce qui veut dire qu'il ne se métamorphosera pas. Le ver géant pond de nombreux œufs, qu'ils soient mâles ou femelles d'ailleurs. Et ces œufs sont très petits. J'avais terriblement envie que mes héros évoluent dans des cavernes comme celles que l'on trouve en Nouvelle-Zélande, avec de grands filaments fluorescents au-dessus de leur tête. Dans notre réalité, il s'agit de vers luisants agglomérés sur les parois des grottes et dans mon univers, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup moins inoffensif. Chaque filament est recouvert d'un acide très dangereux, ce qui lui donne une couleur vert fluorescent plutôt menaçante. Et nos héros vont d'ailleurs goûter à la douleur cuisante que ces fils peuvent provoquer au contact de la peau. Quand les vers sortent de leurs œufs, ils cherchent immédiatement un lac acide. Pour cela, ils se repèrent à l'odeur, car c'est en sentant l'odeur âcre des adultes qu'ils savent où aller. Ils grandissent de plusieurs centimètres par jour, et cela leur donne une faim insatiable. C'est en cela que les jeunes vers sont sûrement beaucoup plus dangereux que les adultes, car ils évoluent en grand nombre et sont capables de sauter hors de l'acide pour attraper des proies imprudentes.
Nous avons vu ce qu'attendaient nos héros, Nidoa et les îles dans le Soubou sauvage. Mais dans ce tome 2, nous nous attarderons aussi sur le changement qui s'opère à Carmozan. Souvenez-vous, à la fin du tome 1, le roi est mort, assassiné par son plus fidèle conseiller, Lefen Olnirine. Lefen prend donc par la force le contrôle de Carmozan, et lui qui était pourtant méfiant des Akshil, va finalement s'en faire des alliés de poids. Ces derniers lui conseillent d'augmenter la production de nourriture, et pour cela, il faut recourir à un ignoble procédé, l'agrandissement des élevages falfenifs. Anévielle, la sœur de Lefen, est désormais élevée au rang de conseillère du roi, cache son dégoût de la chose. Son rôle n'est pas facile, puisqu'elle doit acquiescer à tout ce qu'ordonne son frère et participer au massacre des falfenifs, que pourtant elle estime. Dans ce tome, Anévielle, qui jusque-là restait plutôt neutre, ne peut plus accepter ce qu'il se passe. Car rappelez-vous que son amant est Dima, un falfenif qui officiait comme domestique dans sa demeure. Bien que dans le tome 1, on présente leur relation comme quelque chose d'uniquement charnel et opportuniste, dans le tome 2, grâce au point de vue interne d'Anévielle, on apprendra que ses sentiments sont bien plus profonds qu'on ne l'imaginait, et c'est ce qui sera le moteur de ses actions. Anévielle se révélera également être une personne amicale et honorable, puisqu'elle se chargera de la santé de Malil, épouse du roi et horriblement défigurée. Anévielle n'aura de cesse que de s'enquérir de la santé de sa belle-sœur, et de vouloir qu'elle retrouve une chose vitale qu'elle a perdue dans les récents événements. En parallèle, nous suivons également Bregan en point de vue interne. J'ai choisi ce personnage plutôt que Dima, car je voulais le point de vue d'un chef, et surtout, je voulais le point de vue d'une personne qui va vivre quelque chose d'inimaginable. À Carmozan, donc, depuis le couronnement de Lefen, les choses ne font qu'empirer. Les falfenifs qui se sont échappés de l'élevage à la fin du tome 1 sont désormais traqués sans aucune pitié. Il en va de même pour tout falfenif ou narar soupçonné de les aider. C'est ainsi que le cercle des compagnons gris va voir sa fin arriver, puisqu'à la fin du tome 1, il est découvert par les soldats, pillé et incendié. Mais Bregan ne veut pas renoncer. Elle sait qu'il faut faire éclater la vérité au sujet de l'élevage pour que la masse de travailleurs falfenifs se rebelle enfin. Car oui, les falfenifs travailleurs, ceux qui officient à la carrière de tourbe comme domestiques dans les demeures narar, ne sont toujours pas au courant de l'horrible vérité. Et il ne sera pas aisé de les convaincre. La plupart préfèrent se bercer d'illusions plutôt que d'affronter la réalité. Tout le rôle de Bregan dans ce tome sera de fédérer tous les falfenifs ainsi que les narars de basse naissance, ceux qui ne sont considérés que comme des parasites par l'élite. Elle le sait, avec autant de monde, ils peuvent renverser le roi. Pour ce tome 2, vous devez donc vous attendre à voyager à travers le Soubou sauvage, à découvrir de nombreuses espèces animales intrigantes et dangereuses, à visiter une nouvelle cité, à traverser de nombreux ponts en compagnie de Nidoa et les îles, à rencontrer de nouveaux personnages, de nouvelles menaces. Vous vous replongerez aussi dans la vie de Carmozan et détesterez toujours autant Lefen Olnirine. Si vous aimez la fantaisie, les univers souterrains, les intrigues dramatiques et parfois effrayantes, si vous avez aimé le tome 1, alors ce tome 2 sera fait pour vous. Restez à l'affût, car sa publication ne saurait tarder. Je vous invite donc à continuer l'exploration du Soubou, à chercher les messages cachés dans ce monde, à dénicher ces nouveaux trésors, mais avant toute chose, comme annoncé en début de vidéo, c'est le moment de vous faire découvrir un artiste qui œuvre en fantaisie. Aujourd'hui, c'est Michael M, du compte Mika écrit sur Instagram. J'ai choisi cet auteur car son premier roman, Le Don des Dragons, sortira le 1er décembre 2023. Il organise également un concours sur sa page Instagram afin de gagner un exemplaire de son livre. Alors je vous invite à aller le suivre sur ses réseaux sociaux. Le Don des Dragons, c'est un roman de fantaisie dans sa forme la plus pure. Le lecteur rencontrera des dragons, des nains, des orques, des elfes, et la magie sera une composante à part entière de ce monde. Nous suivrons les traces d'Edirn, un simple pêcheur surpris par une tempête qui l'amènera sur les côtes d'Eleboria. Un monde hors de toute mesure, où tout ce en quoi il croyait sera remis en question. La guerre gronde dans ce monde, et ce roman nous posera une question. Edirn pourrait-il faire basculer l'avenir d'Eleboria ? Bien entendu, je n'ai pas encore lu ce roman, mais je vais le faire à sa sortie. Et si jamais une petite chronique vidéo vous intéresse, vous pouvez me le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, sachez que vous pouvez plonger plus intensément dans notre univers en lisant La fin du Soubou, tome 1, disponible sur Amazon à 19,99 en format broché ou bien à 4,99 en format Kindle. Alors, chers falfenifs, abonnez-vous, activez la cloche. C'était Hello de Salm et Nicolas Keman, et nous vous disons à très bientôt pour d'autres explorations.